Et je crois que ça nous aurait pris au moins une vie pour le faire en méthode traditionnelle. Premier cas concret d'utilisation de ce MS96. C'est un long topo à faire. Le genre de truc pas très compliqué techniquement, mais putain, c'est chiant. Puis c'est galère et surtout c'est long quoi. C'est long, une route. 2,7 km, 150 mètres de dénivelé et des talus pas toujours bien débroussaillés, si tu vois ce que je veux dire. Là-dessus, on a des profils à réaliser tous les 12 mètres, soit, au total, si tu calcules bien, environ 225 profils. C'est le genre de chantier, tu te loues un appart, tu vas à 4 et tu restes sur place pour 15 jours. J'exagère peut-être un tout petit peu, mais bon, pas loin. Là, on y est allé à 2 et encore, sur les 2 personnes, il y en avait une de trop qui servait juste à tenir la caméra. Bibi. Et ça nous a pris 30 minutes sur place, installation du matériel compris. Alors, comment on a procédé? Pour cette typologie de chantier, route de campagne, environnement dégagé, on a choisi d'installer le MS96 sur la voiture. C'est ce qui s'y prête le mieux et c'est ce qui va être le plus efficace. L'installation est simple et rapide, soit on utilise le système de ventouse, comme ici, soit on utilise le système de fixation via les barres de toit. Les deux solutions sont possibles. On va ensuite fixer la tête GNSS. Comme je l'ai expliqué dans la vidéo de présentation générale du MS96, ça va nous permettre d'améliorer nos rendus. Vous allez voir, lorsqu'on va arriver à la partie traitement, la trajectoire GNSS va venir appuyer la trajectoire calculée par la centrale inertielle de manière à éviter toute dérive. On met ensuite le système MS sur le support, on relie au data logger dans la voiture, alimentation par allume-cigare, ça c'est génial, c'est super pratique, et c'est tout. C'est tout ce qu'il y a à faire. On s'est ensuite connecté au Wi-Fi sur le MS96 avec notre téléphone. Aucune application à installer, vous vous connectez via votre navigateur internet, via une adresse IP. Une fois connecté, on lui donne 2-3 infos. Est-ce qu'on l'utilise en mode voiture ou en mode piéton? Est-ce qu'on utilise les caméras en mode standard ou élevé? On met le nom du projet et puis on lance le système. Bien ensuite, une initialisation de ce système, une recherche des satellites et c'est parti. Durant l'acquisition, il y a quelques infos qui sont remontées au smartphone, votre position ainsi que votre trajectoire sur la carte style Google Maps. Et vous avez également la possibilité de voir ce que votre MS96 est en train de scanner. Ce n'est pas le nuage de points complet, c'est juste un instantané de votre acquisition. Quand on a fini, on stoppe l'acquisition et les données sont enregistrées directement dans le MS96. On passe maintenant à la partie traitement des données. Lorsqu'il est connecté à l'ordinateur, le MS96 est reconnu comme un disque dur. On va importer toutes les datas dans le logiciel PIMS, je ne vais pas vous faire la blague une deuxième fois, qui est le logiciel de calcul fourni par Viametris. Une fois les données importées, on commence par calculer la trajectoire GNSS. Pour ça, on va lancer l'applicatif Kinersia. Alors je ne rentre pas trop dans les détails ici, mais Kinersia va nous calculer une trajectoire en fonction des mesures GNSS réalisées sur le terrain dans le système de coordonnées que l'on aura choisi. Maintenant que l'on a cette trajectoire GNSS, on va pouvoir réaliser le calcul de la trajectoire odométrique. Alors comme je ne savais pas ce qu'était une trajectoire odométrique, j'ai demandé à Monsieur GPT et j'ai trouvé sa réponse plutôt simple et compréhensible. La voici. Une trajectoire odométrique est une représentation du parcours d'un véhicule ou d'un robot en utilisant des données issues de l'odométrie. L'odométrie est une méthode de mesure qui utilise les capteurs de mouvement pour estimer la position et l'orientation d'un véhicule par rapport à son point de départ. On va donc calculer la trajectoire odométrique du MS96. Pour ça, en mode voiture, on va obtenir cette trajectoire via la centrale inertielle. Mais pour ce calcul de trajectoire, on va également appliquer des contraintes de navigation. Explication. C'est ici en fait que la trajectoire GPS va entrer en action pour venir en appui de la trajectoire odométrique.
L'odométrie, donc qui repose ici sur les données de la centrale inertielle, est sujette à des erreurs qui peuvent s'accumuler au fil du temps et donc à une déviation de la trajectoire. La trajectoire GPS va fournir une référence de position absolue qui va pouvoir être utilisée pour corriger la dérive de la trajectoire odométrique. Le calcul des contraintes de navigation va donc ajuster la position estimée en tenant compte à la fois des contraintes odométriques et des données GPS pour minimiser l'écart entre la position estimée et la position réelle. Grâce à ce calcul de contraintes de navigation, le MS96 est capable de s'adapter aux variations de précision des deux sources de données, tout en tenant compte des contraintes réelles de l'environnement. Suite à ça, on va avoir la possibilité d'améliorer la précision de cette trajectoire en faisant un calcul de contraintes de boucle. Explication à nouveau. Lorsque le MS96 se déplace dans un environnement inconnu, il utilise ses différents capteurs, ici la centrale inertielle, pour construire son nuage de points tout en estimant sa propre position. Au fil du temps, des erreurs d'odométrie peuvent s'accumuler, ce qui peut entraîner une dérive de la position estimée du MS96 par rapport à sa position réelle, et donc apporter une erreur au niveau du nuage de points. La fermeture de boucle intervient lorsque le MS96 reconnaît un endroit déjà visité. À ce moment-là, il peut détecter des points de repère familiers et donc réaliser qu'il ferme une boucle dans sa trajectoire. Le calcul de contraintes de boucle va fonctionner en 3 étapes. Donc, première étape, l'identification de la boucle. C'est la détection du moment où le MS96 revient à un endroit déjà visité. Deuxième étape, l'estimation des contraintes. Une fois qu'on a identifié la boucle, il y a des contraintes qui vont être calculées et qui vont indiquer comment la position actuelle du MS96 doit être corrigée pour s'aligner avec la position précédemment connue. Et enfin, troisième étape, l'optimisation globale. On va appliquer les contraintes de boucle via un modèle mathématique pour ajuster l'ensemble du nuage de points. Ça va permettre de réduire les erreurs et d'améliorer la précision de notre nuage. On va ensuite travailler sur la partie image. Afin d'avoir une colorisation propre de notre nuage, on va pouvoir appliquer un masque sur nos photos. On peut voir ici sur la caméra avant gauche que la voiture apparaît sur l'image. On va pouvoir sélectionner cette zone et dire au logiciel de ne pas utiliser cette partie de l'image pour coloriser le nuage de points. On a donc maintenant un nuage colorisé, géoréférencé et au format LAS sur lequel on va pouvoir travailler de manière à obtenir tous nos profils. Et pour ça, on va basculer sur TBC. Alors avant de commencer, on va quand même jeter un petit coup d'œil au nuage de points. Parce que c'est quand même propre, on a un nuage qui est bien dense, avec peu de bruit de mesure. Ouais, vraiment, c'est quand même pas mal. Et d'ailleurs, si vous souhaitez y jeter un petit coup d'œil par vous-même, n'hésitez pas à me le demander dans les commentaires de la vidéo, je vous enverrai ça avec grand plaisir. Allez, on va s'attaquer maintenant à notre plan avec une première étape qui n'est pas obligatoire, mais ça peut permettre de mieux s'y repérer. C'est une classification de notre nuage. Ça va nous permettre de séparer automatiquement les différents éléments de notre nuage de points. On va donc retrouver dans différents calques la végétation, le sol, les bâtiments, lignes électriques, poteaux et le bruit de mesure, c'est-à-dire principalement les objets en mouvement. Deuxième étape, on va tracer une chaîne de lignes grossièrement à l'axe de la route. Cette chaîne de lignes va nous permettre de créer des plans de coupe automatiquement tous les 12 mètres le long de cette ligne. Ça sera tous nos profils.
On active ensuite le mode mesurer code spécial profil avec nos 9 codes. Haut de talus, bas de talus, haut de talus, bord de route, axe de route, bord de route, haut de talus, bas de talus, haut de talus. Un changement de code automatique de la gauche vers la droite. Et c'est parti. Eh ben, je dois dire que ça se dessine plutôt bien, hein. On s'y retrouve facilement et c'est même plutôt agréable à faire. Mais au final, on y a passé combien de temps à ce plan topo de 2,7 km? Eh ben, on l'a vu ensemble déjà, 30 minutes pour le temps terrain. Le temps de calcul du logiciel PIMS, faut compter environ 2 heures. Pour la partie dessin, eh ben, j'y ai passé une grosse demi-journée, mais je pense qu'on peut ajouter une autre demi-journée si on veut vraiment rentrer dans les détails, avec notamment plus de profil au niveau des courbes, plus de détails au niveau du pont ou des bâtiments en haut de chantier, ou encore pour l'habillage du plan qui n'a pas du tout été fait. Ce qui va faire un temps total d'environ une journée et demie. Alors, j'ai pas poussé le vice à faire la même chose en méthode traditionnelle pour avoir un comparatif. Je vous aime beaucoup, mais quand même, il y a des limites. Je pense que vous n'aurez pas trop de mal à imaginer le temps que ça aurait pu prendre. Et puis surtout, au-delà du temps passé, ce qu'il faut également retenir, c'est le gain indéniable en termes de sécurité et de pénibilité sur le chantier. Voilà pour ce premier cas concret MS96. Encore une fois, si vous voulez voir le nuage de points par vous-même, n'hésitez pas à me le demander dans les commentaires, je me ferai un plaisir de vous le partager. C'était Nicolas, GeoTopo, et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos topo.